Bonsoir à tous, j'espère que vous... Tac. Est-ce On que est vous bon. nous voyez? Est-ce que vous nous entendez bien? Bonsoir, c'est mort, quelle honte. Bonsoir à tous, j'espère que vous... Tac. Qui sont nuls, ils font quelle honte. Salut les gars, il n'y a rien à espérer. Bonsoir, une honte, juste une honte de ne pas pouvoir gagner contre Cagliari. On peut dire au revoir à la Champions League, on est juste horrible. Il y a un écho, il y a un écho. Les gars, est-ce que s'il y en a qui sont connectés avec leur... Est-ce qu'il y a toujours l'écho? Si jamais là, vous trois à mes côtés, est-ce qu'il Moi, y a tout est quelqu'un qui... coupé. Moi j'ai Tout tout le monde? coupé. Ok. Moi aussi. Vous... Dites-nous s'il y a toujours l'écho. Normalement, ça devrait être bon. Oui, écho. Alors Adri, tu dois avoir dans les paramètres Écoute, un espèce de truc en double. Oui, toujours l'écho. Bon, alors on va régler ça, vous inquiétez pas. Adri, tu dois avoir deux micros qui doivent faire interférence, je pense, dans les paramètres. Bon, on va aller sur le match. Alors vous allez nous dire, je vais commencer. Donc voilà, le Milan voilà, qui fait un pas en arrière. On avait un demi-pied. C'est bon de dire. Ok, on va commencer. On avait un demi-pied en Ligue des Champions, mais ce nul face à Cagliari ce soir 0-0 au San Siro, sixième nul cette saison à domicile, alors qu'on fait carton plein à l'extérieur. Ils se sont chiés dessus, nous dit Jeune. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Pioli out, SVP, merci. On va revenir là-dessus. On va essayer d'être le plus méticuleux dans nos propos. On va essayer de vous quand même vous offrir une émission et une analyse le moins à chaud possible. Pour m'accompagner, en tout cas, j'ai Adri, Yann et Marco. Salut les gars. Salut les gars, salut à tous. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir aux 40 spectateurs qui ont le courage de venir avec nous. Ça va être une séance de thérapie. Hein. On dit que parler fait du bien. N'hésitez pas dans le chat. On va rentrer dans le vif du sujet. On s'attendait à un match difficile. On a eu quand même une petite onde positive avec ce match Benevento et Crotone qui se maintiennent un partout et qui offrent le maintien à Cagliari quelques heures avant la rencontre. On se dit, c'est génial, le Cagliari va rien avoir à jouer. On va avoir un match un peu débridé face à des équipes qui ont des blocs très bas et qui jouent normalement très regroupés et qui attendent voilà à la SPAL, à ces matchs pièges. Ça n'a pas loupé. Un bloc très bas, une défense à 11. Marco, Cagliari qui a vraiment proposé pas grand-chose, qui a gagné du temps par-ci par-là. Alors c'est amer, on va revenir suffisamment sur notre prestation du Milan, mais on va commencer par le match et la rencontre, cette confrontation avec Cagliari. Comment tu la vois maintenant à la fin du match? Comment tu l'as senti? Je suis un peu comme toi, je suis déçu de l'attitude de Cagliari. Je m'attendais à vraiment une équipe qui allait jouer parce que bon, chaque point en Serie A, c'est important, hein, ça rapporte un peu d'argent. Et là, on Mm. avait vraiment eu une équipe en face de nous qui ne cherchait pas forcément à gagner. Ça fait rentrer des défenseurs et des défenseurs en fin de match, comme si le match nul pouvait leur permettre de se maintenir, en fait. Et c'est incompréhensible pour moi qu'une équipe joue autant la défense, se mette vraiment un bloc. On avait vraiment deux lignes de 5 derrière, avec juste João Pedro ou Pavoletti devant. C'est voilà, un match qui est dépitant pour les Milanais parce qu'on s'attendait à pouvoir un peu profiter d'offensives adverses, mais au final, pas du tout. Et on est fortement désavantagé par l'absence d'Ibra parce que bon, dans un bloc Mm. aussi bas, aussi restreint, un vrai numéro 9 aurait été utile. Et là, malheureusement, on n'avait pas de vrai buteur. Et jouer sans numéro 9 dans un contexte pareil, forcément, ça amène un match aussi stérile que ce qu'on a vu. Après, voilà, c'est une attitude qui est un peu déplorable, certes. On a eu des gains de temps, on a eu une attitude bizarre sur tous les coups de pied arrêtés, beaucoup de temps perdu. Un arbitre qui n'a pas forcément su gérer le match sur cet aspect, mais voilà, un match où on ne doit pas juste se caler sur ce qu'est l'adversaire, mais le Milan devait gagner aujourd'hui, même si Cagliari était largement une équipe qui ne devait pas jouer comme ça. Mais bon, voilà, c'est décevant, mais bon, pour moi, c'est pas, on ne doit pas se justifier sur un Cagliari qui est beaucoup trop défensif. Cagliari a joué comme si perdre les envoyés en série B. Nous dit Magic Mouse, c'est un peu le sentiment qu'on a, Yann. Ils sont arrivés peut-être avec plus d'envie, encore plus d'envie, alors que c'était à nous de marquer.
c'était à nous de faire le jeu, c'était à nous de nous qualifier. Nous, on avait tout à jouer et tout à perdre. Cagliari avait rien à perdre et rien à jouer. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. Cagliari a joué le match le couteau entre les dents, à défendre à 13. Et nous, passif, une première mi-temps soporifique, tu peux revenir dessus. Une première mi-temps où énormément de déchets techniques. Je rejoins ce que dit Marco. C'est certes Cagliari, ils débarquent, ils mettent le bus, c'est absolument dégueulasse comme ils jouent. Mais moi, j'ai envie de me concentrer sur l'état d'esprit, sur la performance de nos joueurs, qui pour moi n'étaient pas du tout à la hauteur ce soir. Comme tu le dis, la première mi-temps, on en a parlé ces derniers jours. On voulait qu'on mette un résultat à l'abri à la mi-temps, qu'on marque 1 à 2 fois avant la mi-temps pour pouvoir gérer tranquille la fin de match sans devoir être paniqué ou je ne sais quoi. Et puis, on le fait pas du tout. Hein. Franchement, la première mi-temps, j'ai un Salmakers qui passe totalement à côté de son match. À Cannes, il a pas la chance de sortir à la mi-temps, donc c'est pas qu'une mi-temps qui fait catastrophique, c'est le match en entier. Et puis, on passe complètement. Et au niveau de l'envie sur le terrain, on fait quoi? Un tir, je crois, sur la première période. C'est Salmakers. D'ailleurs, c'est Salmakers, je crois qu'il fait. Ouais. C'est Salmakers qui fait la seule bonne frappe du match, mais sinon dans le jeu il est un peu absent. Brahim Diaz, il a peu retombé de son petit nuage. Et puis c'est vrai que c'est dur, mais c'est surtout dans l'envie, moi, où j'avais vraiment envie de voir des joueurs qui entraient sur le terrain, qui allaient tout fracasser, qui allaient presser comme pas possible. Et puis très vite, on se rend compte que Théo, il est pas très très incisif sur son côté. Rebic, il fait plusieurs fois des gestes des bras quand il a envie d'aller attaquer, d'aller presser parce que le reste du bloc équipe ne le suit pas. Et puis, toutes des petites choses comme ça qui font que finalement, on finit sur un 0-0 et c'est pas forcément immérité parce qu'on n'a pas montré grand-chose, on va pas se mentir. Zoé a du sang sur les mains, nous dit Milanesto 92 pour apporter un peu de rigolade. Non, je suis tellement énervé. On est tous très remontés. Est-ce que on a pris est-ce que tu penses qu'on a bien préparé la rencontre, Adri? Est-ce qu'on aurait peut-être dû faire d'autres choses au niveau de la tactique avant le match, ou pour toi on met l'équipe parfaite qui a su gérer contre le Torino et Pour moi, ouais, quand on avait la même équipe que face au Taureau et à la Juve. À partir du moment où ça a bien marché, tu mets 3-0 à la Juve et après tu mets un 7-0 au Torino. J'aurais trouvé ça bête, moi, de changer de formation. Pour moi, on a bien abordé le match. Après, là, pour le coup, voilà, c'est des joueurs qui ont manqué de plein de choses, peut-être d'envie. Il y avait trop de déchets, pas assez de percussion, pas assez de, voilà, de percussion, de toutes ces petites choses-là. Donc, non, à mon sens, on a bien préparé le match. Mais à l'instant T, en tout cas, on a été horrible, très très déçu. C'est un match tout bonnement honteux des Milanais. Juste pour revenir sur Cagliari, il ne faut pas oublier qu'ils étaient sur 6 matchs, je crois, sans défaite. Forcément, alors oui, ils ont mis le bus, mais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la rencontre, c'est eux qui avaient le plus d'occasions, qui avaient les occasions les plus dangereuses, comme Pavoletti là sur sa tête ou encore Godin sur le corner. Même s'ils ont mis le bus, je suis d'accord, mais d'un côté, même à un moment donné, je crois que c'est entre la 55e et la 64e. Il y a un grand Donnarumma. Ils ont fait le match à un moment donné pendant 10 minutes. C'est eux qui avaient le pied sur le ballon, c'est eux qui faisaient tourner. C'était Milan qui courait après le ballon. Les joueurs de Cagliari font un bon match. C'est juste les Milanais qui ont été complètement désastreux, quoi. On va revenir sur la deuxième mi-temps avec toi, Marco. Je vais te donner les changements tactiques de Pioli. Rentrée de Raphaël Leao à la mi-temps à la place de Salmakers. Samu Castillero remplacera Brahim Diaz à la 57e minute. Dalot et Meite remplaceront Calabria qui avait pris un jaune et Benasser. Et enfin, Mandzukic remplacera Hakan Çalhanoğlu à la 89e minute. Est-ce que, pour toi, on a une disaster class de Pioli au niveau des. Je suis désolé parce que moi j'ai mon avis et je viendrai le compléter après toi. Mais est-ce que c'est une disaster class de Pioli, ces changements tactiques, et si oui, pourquoi? Disaster class en tout point non, parce que voilà, par exemple faire rentrer Léao à la mi-temps pour moi c'était la bonne idée. Dans l'absolu, faire rentrer Mandzukic c'était une bonne idée, mais il faut le faire 15 minutes plus tôt. Mais pas lui laisser seulement 3 minutes en fin de match, c'est totalement inutile et débile. Surtout que voilà, même si Mandzukic, on sait qu'il n'a pas forcément performé chez nous, lui laisser un peu de temps, ça permettait au moins d'avoir un poids dans une grosse défense bien dense adverse, avoir un vrai numéro 9 en fait. Ensuite, pour les autres changements, c'est surtout celui de Meite pour Benasser que je n'ai pas du tout compris.
Parce qu'à partir de ce changement-là, on enlève Benacer, même si Benacer n'était pas forcément dans son match référence. On avait vraiment un trou au milieu, c'est-à-dire qu'on avait une ligne d'attaque, une ligne de défense. Au milieu, on avait un caissier et un Meïté qui se baladaient, mais ça n'arrivait pas à faire la jonction. Et c'est ce que fait Benacer d'habitude. J'ai vraiment pas du tout compris ce changement-là. Après, je regardais le match sur Sky en Italie et eux aussi ne comprenaient pas le changement pour faire entrer Castillejo. Je veux dire, si tu sors celle pour justement mettre Léao, je ne vois pas l'intérêt. Ils ont expliqué ça pour rééquilibrer l'équipe, mais au bout d'un moment, tu dois gagner ce match. Tu ne dois pas t'amuser à essayer de trouver un équilibre. Au résultat, c'était même pas un mauvais changement parce que Castillejo pardon, est un des seuls peut-être à s'être un peu battu, ce qui change de d'habitude. Mais voilà, c'est pour moi, oui, des mauvais changements, du moins un très mauvais timing. Sortir Calabria parce qu'il a un jaune, je comprends, mais je veux dire, au bout d'un moment, Pioli, on a l'impression qu'il nous fait ça à chaque match. Dès qu'un joueur a un jaune, il faut le sortir. Un joueur, surtout un défenseur, peut parfois gérer son match malgré le fait qu'il a un jaune. Après, voilà, faire entrer Dalot, c'était pas forcément une mauvaise idée. Il a un bon apport offensif, mais bon, voilà, je pense que le timing était très mauvais, surtout pour les changements offensifs. Et pour moi, la grosse disaster class, c'est faire sortir Benacer pour faire entrer un Meïté qui a été fantomatique, mauvais et qui n'a pas pris un seul risque, quoi. Merci à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes 84, c'est énorme pour un match et un débrief qu'on aurait espéré plus joyeux. Moi, pour revenir sur Pioli, j'ai vu Wizzy Wiz qui a dit maintenant refaites votre avis sur Pioli, vous le gardez encore avec ses enchaînements de conneries dans ses lectures tactiques. Bah, franchement, sur sa deuxième période, alors c'est facile de le faire après coup, avec toute la lucidité qu'on a et voir ce qui a pas marché ou mais franchement, ok, tu fais rentrer Léao à la mi-temps, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Mandzukic, quand on voit comment on va se jouer ce match, on sait qu'ils vont pas ressortir et que ça va être pire. T'es obligé de mettre un Mandzukic à la place d'un Cassiero et quitte à foutre Rebic à droite, Léao à gauche, mais il te faut un Mandzukic. Et on a vu, on a commencé à être dangereux à la 88e minute, alors que on avait juste à enchaîner les centres à partir de la 46e minute. Et il y a un moment où ce serait rentré. Avec les morts de faim qu'on a, avec les Kier, les Tomori, les Kessier, les Mandzukic, il y a un moment, on avait juste à faire des centres de la 46e à la 90e minute et ne pas laisser trop d'espace. Et exactement, Mandzukic, je vais rentrer plutôt en point de fixation au cœur de la... Et pour moi, là-dessus, c'est faute grave. C'est faute grave de la part de Pioli de te faire entrer un Castillejo qui a été, alors même s'il a été remuant, il a été à la ramasse sur tous les ballons. Sur tous les ballons, des pertes, mais des pertes de balles, des frappes. C'est pas Pavard, Castillejo, et il en a tenté 4. Il en a tenté 4 des Pavards. Il en a pas cadré une. Elles sont tous parties. Et on s'en veut, et on va s'en vouloir. Et oui, il y a 11 joueurs sur le terrain. Il y en a 9 qui sont vraiment, 8 qui sont pas exemples de tout reproche et qui ont vraiment fait un match dégueulasse. Mais Pioli, il a aussi sa part de responsabilité en deuxième période. Parce que même si on peut s'attendre à cette compo et on est content d'avoir cette compo parce qu'elle a bien marché face à la Juve et au Torino à la mi-temps. Si tu vois que ça marche pas et qu'en plus tu vois comment il va être le match, faut pas avoir fait 15 ans putain de formation d'entraîneur pour voir que le match ça va être ça. Et pour moi c'est fou. Cassiero vraiment pas bon. Est-ce que Merci encore pour les follow. Inzaghi 38, sûrement un Milanais. Meïté et Casti, les deux plus honteux. Meïté qui, à la 92e minute, fait des fautes bêtes où tu sais que tu vas perdre 1 minute 30 derrière. Mais putain, il nous l'a fait toute l'année. Je suis fou. Yann, par rapport à Pioli, toi, est-ce que... Par rapport à Pioli, c'est difficile à dire. Moi, le truc qui me dérange vraiment beaucoup, c'est qu'on joue sans centre avant, hein. Contre une équipe comme ça où t'as une défense comme ça, il te faut une sorte de point, une tour là au milieu qui va les déstabiliser, qui va leur prendre de l'énergie. Rebic fait pas un mauvais match, hein, pour moi. Il est très remuant, il vient chercher des ballons très bas, mais il aurait vraiment fallu une tour devant qui soit posée entre Godin et Cepitelli, je crois que c'était, et qui les bouge un petit peu, parce que là devant il nous manquait quand même quelque chose. Et après Léao fait une excellente entrée sur le côté gauche en deuxième mi-temps. Franchement, je vais en reparler après. Franchement, j'étais très satisfait de tu peux en son état reparler tout de d'esprit. suite, ouais. Des tops, ouais. Mais il faisait des centres, mais qui est-ce qu'il y avait à la retombée des centres? Castillejo qui va mettre la tête ou qui va
tendre ces bouts de bois qui lui servent de jambes pour essayer de la mettre dedans. C'est pathétique. Donc c'était difficile. C'est vrai un Mandzukic qui rentre peut-être 10-15 minutes avant, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais après, ben voilà, on pourra pas refaire le match. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, il y a de l'énervement là. On reste calme, mais il y a un énervement, une haine, une tristesse parce que ce week-end, il y avait vraiment tout pour qu'on puisse le finir à écouter l'hymne de la Champions League et malheureusement, tout est allé de travers. Wizzy Wiz qui nous dit juste avant de te donner la parole, Adri, tu vois que Hakan n'est pas dans son match et rate tous les corners et les coups francs. Tu sors Alexis qui se procure la plus belle occasion du match de notre côté. Benasser qui était le seul à briser les lignes. Tu sais que Meite ne crée rien, d'où ma question, que va faire Pioli face à des maîtres tacticiens l'année pro, avec l'arrivée sans doute de Zidane à la Juve, avec Mourinho à la Roma. Ouais, c'est de l'autodestruction. Adri, ton dernier mot pour toi, est-ce qu'on s'autodétruit? Je vais me faire un peu l'avocat du diable moi sur ce match-là parce que vraiment Pioli, à part le fait d'avoir fait rentrer Mandzukic beaucoup trop tard, là on est tous d'accord là-dessus. Après, clairement, pour moi c'est les joueurs qu'il faut acclamer sur ce match-là. Pioli, ok, Mandzukic il est rentré vraiment, vraiment trop tard, il aurait fallu qu'il rentre 20 minutes avant, à mon sens. Mais c'est un total, mais manque de couilles hein, de nos joueurs sur ce match-là. Si on aurait joué mieux tout simplement, on aurait pu mettre deux buts. Pioli aurait fait aussi d'autres changements forcément. C'est vrai que je trouve un peu dur moi, de taper sur Pioli sur ce match-là, à part le fait qu'il ait fait rentrer Mandzukic trop tard. Je vois pas en quoi il est fautif sur ce match-là. Pour moi, la faute est à 100% sur les joueurs et pas sur Pioli. Moi, je te rejoins aussi clairement là-dessus. Certes, l'entrée de Mandzukic, ça peut-être je l'aurais fait avant, mais on le sait, Mandzukic, il est pas en jambes. Je sais pas, on n'est pas forcément sûr qu'il puisse, même des petits bouts de match, on sait qu'il est pas vraiment en jambes. Après, franchement, qui fait rentrer d'autres que les joueurs offensifs qui a fait rentrer Pioli? Trop tard. Ouais, Aougué, pour moi, il est hors course. Hein. Je l'avais déjà annoncé en tout début de saison que j'étais un peu sceptique de son achat. Pour moi, il est un petit peu hors course. Je pense que Pioli a un problème tactique ou tactiquement quelque chose ne joue pas avec lui. Je sais pas ce qui s'est passé entre lui et Pioli, mais je comprends pas pourquoi il rentre pas. Mais c'est vrai que moi, c'est surtout envers les joueurs, envers des Hakan qui doit là, qui veut son numéro 10, qui veut son salaire, qui veut montrer qu'il est le leader de l'équipe. Il doit poser ses attributs sur la table, comme on dit, et puis mener cette équipe à bien, quoi. Et pour moi, c'est ce qui manquait clairement ce soir. Vraiment des joueurs qui posent leurs attributs sur la table et on ne l'a pas fait du tout ce soir. On va avancer un petit peu au niveau des tops. Je pense qu'on est tous assez clairs pour dire que Kier et Donnarumma sont en tête de gondole, avec peut-être Tomori aussi derrière. Donc on va vraiment pas s'attarder sur les tops. Sauf si vous en avez d'autres en tête, messieurs, dans le chat. Yann, pendant que Yann nous révèle. Moi j'ai encore Léao qui pour moi fait une excellente rentrée. Il apporte beaucoup sur son côté gauche, il est très remuant, il est très rapide et du coup pour moi Léao fait clairement partie, enfin clairement. Au vu du match, je ne peux pas dire clairement, mais par rapport à ce qui m'a habitué ces derniers temps sur son côté gauche, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Il y a des gros échos, nous dit Kier. Ok. Léo, bonne entrée. Et le penalty de Cuadrado hier, on va en revenir. Rossonero 08000 qui est infidèle. On va en revenir là-dessus. Moi, j'aurai un gros coup de gueule à la fin. Marco, qu'on n'a pas entendu depuis un moment, tu peux nous donner tes flops, s'il te plaît? 3, hein, seulement 3. On va se partager le gâteau quand même. Non, pour moi, il y en a un qui est plus qu'évident, c'est Çalhanoğlu. Comme on l'a dit avant, voilà, c'est un joueur qui n'a pas du tout, je sais pas, j'ai même pas les mots pour exprimer ce que je ressens. C'est vraiment un joueur qui m'a déçu. On sait qu'il est capable de beaucoup, et là, ce soir, il a été capable de rien. J'ai la statistique il a perdu 24 ballons, soit beaucoup plus que tous les autres de notre effectif. C'est pour moi une prestation catastrophique. En fin de deuxième mi-temps, on ne le voyait plus. Mais il a disparu totalement. C'est pour ça que pour moi, faire rentrer Mandzukic à sa place, on aurait pu le faire 20 minutes plus tôt, ça n'aurait rien changé. Ouais, pour moi, le gros flop, ça va être Çalhanoğlu parce que un match catastrophique. Il a vraiment disparu alors que c'est le genre de match où on a besoin d'un mec comme ça. Et en plus de ça, je rajouterais qu'il y a vraiment un problème avec les coups de pied arrêtés, quoi. Je veux dire, c'est un match qui doit se jouer aussi sur les coups de pied arrêtés. On sait que
même s'ils sont très grands en face, même si on a vraiment un effectif qui est très bon de la tête en face, tu dois jouer là-dessus. Surtout dans un match aussi haché où le bloc est bas. Et résultat, on a des vieux corners tirés au premier poteau, on a des coups francs qui sont mal exploités. Enfin, ça me donne mal à la tête rien que d'y repenser. C'est vraiment, voilà, un Çalhanoğlu, je vais peser mes mots, dégueulasse. Donc voilà, pour moi, c'est lui le plus gros flop. Ensuite, je vais enchaîner avec Beite, sans surprise, parce qu'il est rentré, il n'a rien proposé. On a l'impression que voilà, il jouait avec la peur au ventre, c'est-à-dire que c'était des toutes petites passes à 2 mètres, rien de plus, très peu d'interceptions, il n'a rien apporté, strictement rien. En plus de ça, il paye le prix d'entrer à la place de Benasser, qui avait un gros rôle, et lui, il ne joue pas du tout ce rôle-là. Donc voilà, pour moi, Meite, c'est catastrophique, c'est une entrée horrible. Et malheureusement pour lui, même s'il avait été un peu meilleur lors de ses dernières rentrées, là, pour moi, c'est catastrophique. On ne peut pas se permettre d'avoir un joueur qui tente si peu et qui a aucune grinta dans un match pareil. Et pour finir, je donne juste une mention spéciale. Je ne vais pas le mettre dans mes flops pour autant, mais je donne une mention spéciale à Théo, qui, même si dans le jeu a provoqué parfois, etc., en début de match, il nous fait comme d'habitude son début de match pendant 20 minutes où il perd des ballons, où il ne sert à rien. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'il avait une attitude déplorable. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la caméra ne s'est pas arrêtée dessus pendant le match, mais un joueur le bouscule, lui il le prend, il le balance quasiment au sol. C'est quasiment une action pour avoir rouge. C'est franchement une attitude déplorable, des passes très médiocres. Ouais, enfin, le Théo qui ne branche pas son cerveau, malheureusement. Et, c'est ce qui lui fera défaut, je pense, s'il continue comme ça pour sa carrière. Rolls-Royce 95 qui nous dit j'ai envie de me battre. Pioli, c'est une grosse. Bon, tous ces changements sont décidés avant le match. Ils ne changent pas en fonction du contexte des matchs. Incroyable. Mété, aucune passe vers l'avant. Rebic n'a rien réussi. La tête qu'il fait sur le centre de Dalot, je crois qu'il met en l'air. C'est incroyable à ce niveau. Ce match contre l'Atalanta va être très, très tendu, nous dit Diego. Je vais te demander tes flops à toi aussi, Yann. On est d'accord et je le vois un peu pas mal dans le chat aussi pour dire qu'il faut avant tout remettre la faute sur nous et pas sur Cagliari et pas sur la Juve, sur l'arbitrage. On avait, comme on l'a dit, je crois on avait plus de 12 points d'avance sur l'Atalanta à la mi-saison. Et puis là, on se retrouve derrière. On a encore notre destin entre nos mains. Hein. On a encore notre destin entre nos mains. On doit à tout prix gagner contre l'Atalanta ou faire au moins aussi bien que le Naples. Le Napoli et la Juventus qui vont jouer respectivement l'Hellas Vérone et Bologne. Donc voilà, tout n'est pas perdu. On va revenir là-dessus dans le débat du jour. Yann, est-ce que tu peux me donner tes 3 flops, s'il te plaît? Bah, moi, déjà, juste dans l'ensemble, je pense le contingent, notre contingent qui est très jeune, un match comme ça, avec une telle pression, tu le vois directement dans l'entrée des joueurs sur le terrain, dans les premières passes, les premiers schémas de jeu. Tu vois que tout le monde est tendu, tout le monde ne résiste pas forcément à la pression. Et ça, malheureusement, bah, c'est beau d'avoir un effectif très jeune, mais malheureusement, là, sur ce match, bah, ça se voit. Et du coup, bah, Théo, pour moi, qui passe à côté de son match, tu le dis, Marco, tout à l'heure, hein, il commence le match, il te rate 2-3 passes. Pour moi, vers l'avant, oui, ben, des fois, il apporte quelque chose, mais c'est sa spécialité. Enfin, j'aurais voulu le voir encore plus vers l'avant, encore plus apporter. Et puis après, défensivement, moi, je trouve qu'il est assez mis à mal par Nandez sur le côté droit. Nandez, c'est pas non plus, c'est pas une immense flèche, hein, il court pas du 300. Mais Théo, je l'ai vu un peu dépassé défensivement. Offensivement, il n'arrivait pas à donner tout ce qu'il avait. Et du coup, pour moi, il a sa place dans les flops ce soir. Ensuite, en deuxième, j'ai Salmakers. Aussi, moi, typique sur ses mimiques de visage, sur ses choix, sur ses passes, sur ses contrôles. Tu voyais que c'était un match où il avait une pression monstrueuse et que cette pression, il l'a pas gérée du tout. Il est complètement passé à côté de son match. D'ailleurs, il sera à la mi-temps, ce qui est pour moi pas forcément un mauvais choix de Pioli, même si je pense qu'il aurait quand même pu apporter encore quelque chose sur le reste du match. Mais enfin, voilà. Mais c'est vrai que sur sa première mi-temps, pour moi, elle est désastreuse. Il y a cette frappe, il y a cette grosse frappe qu'il fait. D'ailleurs, à l'entraînement, il y a une vidéo de l'entraînement cette semaine où il met exactement la même. Ouais. Et il y a ça, mais sinon, il rate des petits contrôles faciles, il rate des passes, il s'énerve vite. Et du coup, ouais, pour moi il est mauvais ce soir. Et le flop numéro 1, bah, c'est Akan. C'est trop. C'est dans ces matchs-là qu'on a besoin. C'est dans ces matchs-là qu'on aurait besoin de lui. C'est le truc avec Akan, c'est que c'est devenu un cadre de cette équipe et on a besoin de lui. C'est obligatoire.
Et là, que lui passe à côté d'un match pareil, c'est qu'il n'a pas l'étoffe d'un grand joueur pour moi. On peut pas donner un 10 à un numéro à Can Çalhanoğlu qui, lors de grands rendez-vous, comme ça, va te rater 3-4, je ne sais plus combien de coups francs il rate, mais en dessus, sur le mur, à côté, les corners aussi, à un moment donné, ou les centres sur les coups de pied arrêtés, à un moment donné, il faut que ça soit dangereux. Et là, il passe complètement à côté. Donc, oui, il peut certes faire un 2 matchs, une 2 belles frappes contre je ne sais quelle équipe, Rijeka ou je ne sais quoi en Europa League ou contre le fond de classement ou en Coupe d'Italie. Mais à un moment donné, il faut que monsieur se sorte les pouces, comme on dit, et fasse la différence dans des matchs où on a besoin de lui, comme ce soir. Je vous lis dans le chat au sujet de l'entraîneur. On viendra un peu aussi sur cette question. On va finir sur les performances du match. Moi, avant de donner la parole à Adri, parce que moi, je vais juste revenir sur Hakan Çalhanoğlu et rapidement. Pour moi, c'est peut-être la pire rencontre qu'il a jouée avec nous cette saison à Cannes. En tout cas, c'est une autodestruction. Et Pioli qui le laisse jusqu'à la 88e minute alors qu'il a tout fait de travers. Et ouais, il a été vraiment selfish, il a été égoïste, il a pas donné les bons ballons, il a fait 24 ballons perdus. Pour moi, c'est un joueur qui doit sortir à la 60e minute, grand max, et pas finir le match à la 88e minute. Il loupe 2 balles de match. Il y a 2 balles, il y a 2 coups francs qui sont très bien placés dans l'axe. On fait une combinaison à la con avec Théo. La deuxième qui est juste avant la mi-temps ou juste après, on est encore plus proche, on tire dans le mur. Mais ouais, et ce mec-là ose demander 6 millions alors qu'il n'a même pas joué autant de bons matchs avec nous cette saison. Alors oui, il a les stats qui parlent pour lui, il a 8 ou 9 passes décisives en Serie A, mais franchement, sur le contenu de ce match, bah ouais, franchement, c'est ok, il reste une finale, mais cette finale qu'on avait aujourd'hui face à un adversaire plus à notre portée, on la perd en grande partie à cause du Turc, à mon avis. Adri, tes flops pour finir là-dessus. Je suis quasi d'accord avec vous. Meite, je l'ai mis en top 3. Pour moi, c'est le joueur qui a le moins apporté sur les remplaçants. D'un autre côté, tu es très bon. Castillo, même ça n'a pas été mirobolant, moi, il a essayé d'apporter quelque chose. Là où on en a parlé aussi. Pour moi, Meite, au niveau de la rentrée, c'était catastrophique. Faire encore des fautes à la con alors qu'il reste 1 minute à jouer, c'est pas possible. En 2, moi j'ai mis Rebic. Par contre, vous l'avez pas cité. Pourquoi Rebic? Déjà, son langage corporel il laisse complètement désirer. Le mec qui marche, pas de pressing. Et pourtant, à la 4e minute, il s'énerve un peu contre tout le monde parce qu'il c'est le seul à faire un pressing. Mais tu regardes en deuxième mi-temps, il en a fait aucun, ou alors il marchait. Quand Dalot lui fait un centre, j'ai envie de lui dire, il met sur orbite. Le Rebic est tout seul. Le timing est mauvais sur la tête. Moi, Rebic, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. À défaut, voilà, au Torino, voilà, il était aussi en pointe, il avait fait un bon match. Là, c'était quasi une catastrophe. Et en 1, voilà, à Cannes, hein, vous l'avez dit, des matchs comme ça peut jouer sur des petits détails. Et des coups de pied arrêtés, c'est des détails. Là, il a rien réussi. À un moment donné, on a 3 corners à la suite. Pas une seule fois, ça touche un Milanais. Les 3 fois où il y a eu les corners, c'est que c'était un joueur de Cagliari qui le remettait en corner. Que des mauvais choix, plusieurs fois sur des contres. T'avais Rebic et Léo qui décalaient sur la gauche, et à chaque fois lui faisait un mauvais choix, soit il piquait dans l'axe, ou alors il faisait un petit dribble pour se remettre sur son pied droite. Donc c'était que des mauvais choix. Il est sorti, c'est bien, mais il aurait dû sortir, ouais, comme tu l'as dit Guillaume, une demi-heure avant, facile quoi. Je viens de voir dans le chat là que dit la tristesse de la déclaration de Pioli en conférence post-match. On t'avait perdu, Guillaume, désolé. Ne pas se qualifier serait triste, mais pas un échec. Pardon. J'ai dit la tristesse de la déclaration de Pioli en conférence post-match. Ne pas se qualifier serait triste, mais pas un échec, nous dit Soccer. Voilà un peu l'état d'esprit. Non, mais quand tu vois comment sont revenus les joueurs à la sortie de la mi-temps, alors je sais pas qui a fait le discours à la mi-temps, mais si c'est ce Pioli qui tient ces propos-là après le match, bah ouais, ça veut tout dire. On va refermer un peu cette page du coup sur cette rencontre parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur ce qui va nous attendre dimanche prochain. Alors messieurs, il y a peut-être quelque chose qui est peut-être sorti de notre esprit, mais l'Atalanta joue sa finale de la Coppa Italia mercredi face à la Juve. C'est un match où peut-être que l'Atalanta va y laisser des plumes face à une Juve qui va peut-être aussi jouer cette compétition, cette Coppa Italia qui serait peut-être la seule belle chose qui pourrait arriver à la saison de Pirlo.
Donc c'est un match où les deux équipes vont jouer à fond. L'Atalanta qui va peut-être arriver plus diminuée. Voilà, si le match se joue en prolongation ou pas face à la Juventus. En tout cas, voilà, nous on a 7 jours de préparation. L'Atalanta n'en aura que 3, 4 avant notre réception. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut tenir compte. Pour vous, ça va changer quelque chose, Marco? Totalement. Voilà, on va prier en fait pour que ces équipes se neutralisent et aillent aux prolongations, voilà, pour qu'on ait une fatigue qui penche sur notre côté. Après, bon, on va pas juste se contenter de ça, hein. Évidemment, c'est nous qui allons jouer le match. Je veux dire, Ouais. voilà, on a vu que les Rossoneri étaient capables de tout comme de rien. Aujourd'hui, c'était l'exemple du rien. Voilà, on a fait des très bonnes prestations. Je sais que l'Atalanta, ça fait peur. L'Atalanta, c'est une superbe équipe. Ils ont plusieurs équipes. Ils font rentrer un Muriel qui est monstrueux, alors que parfois, il ne rentre pas comme titulaire. Bref, ils ont une équipe monstrueuse. Mais il faut y croire quand même, même si en plus, les dernières confrontations directes avec eux ne nous ont pas du tout réussi. Ce n'est pas pour moi non plus un match qu'on doit jeter à la poubelle. Certes, ça va être dur, on le sait tous. Après, si nous, on joue notre jeu, il y a moyen de faire quelque chose. Je le maintiens. Après, évidemment, gagner là-bas, ça sera dur. Bon, heureusement pour nous, j'ai envie de dire, c'est à l'extérieur. Ça va Ouais. nous avantager, parce que bon, on a la malédiction de San Siro cette saison. Je n'ai pas les mots. Et d'ailleurs, si on les bat à l'extérieur, on aura le record de toute l'histoire de la Serie A d'une équipe qui a gagné le plus de matchs à l'extérieur sur une saison. Mais bon, voilà, moi je veux y croire parce que bon, je sais que nos joueurs en sont capables, je sais que notre effectif en est capable. Et ce qui me rassure un peu, c'est j'ai l'impression que quand on a un effectif aussi jeune que le nôtre, aujourd'hui on a aligné une équipe qui avait 24,8 années en moyenne. Et je me dis que quand on a une équipe aussi jeune, la position d'outsider est peut-être meilleure que celle qu'on avait aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs sont entrés sur le terrain un peu la peur au ventre, le pied fébrile, parce que ils avaient tout à perdre. Alors que contre l'Atalanta, maintenant, on est vraiment dans la position où on a tout à gagner. Et je pense que voilà, c'est peut-être ce qui pourra nous porter chance. Voilà, donc on va miser sur la fatigue de l'Atalanta, peut-être un effectif de chez nous qui se réveille, un orgueil de nos jeunes. Et après, voilà, c'est peut-être la chance qui tournera un peu en notre faveur aussi. Yann, pour toi, est-ce qu'on a une chance face à cet Atalanta? Est-ce qu'on peut espérer un bon résultat? Et le bon résultat passera forcément par une victoire. Ah, je suis désolé, je vais être très très pessimiste parce que pour moi, l'Atalanta, c'est vraiment, en ce moment, je pense l'équipe la meilleure. Et même de ce championnat, je pense, dommage qu'ils aient raté leur début de championnat parce que c'est un rouleau compresseur, cet Atalanta. Tactiquement, Gasperini, il tient toutes les ficelles, hein, il maîtrise son effectif à la perfection. Les joueurs savent tout ce qu'ils ont à faire parfaitement. Il arrive vraiment à faire d'un Pasalic un joueur incroyable au milieu du terrain. Donc ça me fait peur. Et très honnêtement, je vais vous le dire clairement, j'y crois pas une seconde qu'on réussisse à aller chercher quelque chose au Gevis Stadium, je crois qu'il s'appelle comme ça, le stade à Bergame. Donc j'espère qu'ils vont y laisser des plumes, qui sont déjà qualifiés, qui se disent vas-y, qu'on donne tout pour cette finale de Copa et qui laissent quelques plumes là-bas et qui reviennent fatigués à Bergame et que peut-être qu'on a une chance avec ça, que nos joueurs soient chauffés et arrivent vraiment comme de vrais guerriers cette fois, ce qui aurait déjà dû être le cas ce soir. J'ai vraiment de la peine, ça me rend tellement nerveux de voir l'attitude avec laquelle nos joueurs sont descendus sur le terrain ce soir. Mais honnêtement, j'ai de la peine à y croire parce que Atalanta, elle maîtrise complètement son sujet. Et voilà, on est arrivé au stade qu'on voulait absolument pas vivre cette finale à la dernière jeu contre la Catalanta. Et ben, on y est, les amis. Ils maîtrisent leur sujet, oui et non. Fellows qui nous dit en vrai, il y a la place. Le Genoa a failli faire une remontada en revenant de 3-0 à 4-3. L'Atalanta, ça marque plus de buts que ça en prend. Ça propose peut-être le plus beau football parce que c'est un football qui est complètement débridé, qui va vers l'avant sans se soucier. C'est un peu la stratégie de voilà, de toute façon, il faut mettre plus de buts que l'adversaire et peu importe combien on en prend. Adri, est-ce que tu penses que Milan peut rivaliser avec cet Atalanta, avec tout le contexte qu'on a dit, le match face à la Juve en milieu de semaine, etc. Je pense pas, parce que, à mon sens, alors oui, c'est sûr, l'Atalanta, ils vont peut-être un petit peu se cramer face à la Juve, mais on sait que l'Atalanta, voilà, c'est vraiment des guerriers sur le terrain. Quand tu vois que Milan, alors peut-être qu'ils ont eu du mal à gérer la pression aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera dimanche? Parce que là, la pression, elle sera au summum. Tu joues une qualif pour la Ligue des Mm. Champions, tu joues peut-être une Mm. partie de l'histoire du Milan aussi, ça peut tout changer.
pour le Milan. Donc là, la pression sera encore plus énorme qu'aujourd'hui. On sait qu'on a beaucoup de mal, hein, Marco l'a dit, face à l'Atalanta récemment, on s'est pris des petites gifles comme des 5-0 par exemple. Moi qui me moquais un petit peu d'Yann de son côté défaitiste, je le rejoins à 100%. Le match, je le sens pas du tout. Ça va être très très compliqué. Après, j'espère, j'ai dit plusieurs fois dans les dernières émissions, pardon, un dénouement comme face à Sienne, où Mexès met le but à la dernière minute pour nous envoyer en Ligue des Champions. J'espère que ce sera dans la même optique, mais je nous vois mal faire un résultat à Bergame. Alors, à savoir, je crois, et si vous me dites si je me trompe, mais tous les matchs de la dernière journée se joueront en même temps, hein. C'est bien ça, hein. C'est Oui, souvent comme toujours. ça que ça se Ouais. fait. Donc, nous aurons le Naples-Vérone. L'avantage qu'a Milan avant d'aborder, alors même si on joue l'Atalanta et qu'en face c'est Vérone et Bologne pour la Juve et le Napoli, c'est que au niveau des confrontations directes, le Napoli et la Juve, on a l'avantage dans le sens où on a gagné 3-1 au Napoli et puis on a perdu 1-0. Donc, si le Napoli fait une contre-performance face à l'Hellas Vérone, qui est une équipe qui est pas facile à jouer non plus, et que nous, on arrive à obtenir un match nul, nous, voilà, il y a encore des cas de figure. Milan a plus de chances avant le match, a plus de scénarios pour passer en Ligue des Champions, même si on va jouer une équipe de l'Atalanta qui va être dangereuse, voilà, on va devoir compter sur une très bonne défense, ne pas laisser le champ derrière. Et là, je pense, et je mets une alerte rouge au-dessus de la tête de Théo Hernandez, ne pas laisser trop d'espace derrière notre dos pour pas être pris en contre, parce que c'est peut-être que là va devenir le danger principal. Euh, j'ai une dernière question parce que ça a beaucoup fait réagir dans le chat et on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il faut garder Pioli selon vous? Je ne vais pas vous demander une grosse argumentation. Et sinon, quelles sont les pistes qui sont à privilégier? J'en enlève direct parce que je pense que Zidane ira à la Juve et Allegri au Real. Donc, il reste comme piste Sarri, en fait, finalement. Gattuso, peut-être, qui n'a pas encore signé à la Fiorentina. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand monde pour remplacer Pioli. C'est peut-être ce qui fait peur. Il y a Shevchenko qu'on entend un peu. Mais Marco, je vais te donner la parole. Est-ce que tu penses qu'il faut, voilà, je vois des Pioli out? Non, non, non. C'est très partagé. Toi, quel est ton avis sur la question? Je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, on devrait garder Pioli, du moins si on va en Champions League. Évidemment, c'est pour moi indéniable. Le mec nous a emmenés là-bas. Et c'est pas une question de mérite, mais simplement de continuité. On arrive dans un endroit où voilà, ça fait longtemps qu'on n'y est pas, etc. Pour moi, on va avoir besoin de continuité, de calme, pas de tout bouleverser comme chaque année. C'est vrai, voilà, on va peut-être miser pour une fois sur le long terme. Garder Pioli, même si on le sait, il a plein de défauts. On est tous d'accord là-dessus. Mais si on se qualifie en Ligue des Champions, il faut garder le même entraîneur qui nous y a emmené, ne serait-ce qu'un an ou un peu moins, ce que vous voulez, mais le garder du moins pour le début de saison, afin qu'on puisse voilà, se baigner tranquillement dans la Champions League avant de réfléchir à relancer vraiment la machine. En fait, pour moi, il faut suivre le modèle de l'Inter. L'Inter avait Spalletti, Spalletti les a emmenés en Ligue des Champions, et ils l'ont gardé. Par la suite, ils l'ont changé pour amener une plus-value. Pour moi, c'est ce qu'on doit faire. Si on doit un jour enlever Pioli, c'est pour le remplacer par un très grand entraîneur. Et comme tu as souligné, Guillaume, en ce moment, il n'y a pas grand monde en fin de compte sur le marché. Et un Shevchenko, j'adore son travail avec C'est un l'Ukraine. pari. J'aimerais vraiment qu'il vienne un jour chez nous. En plus, voilà, ça serait beau pour l'histoire, etc. Malheureusement, Shevchenko, c'est encore un entraîneur qui a peu d'expérience, même s'il fait un très très bon travail pour l'instant. Le ramener directement dans le grand bain, si on se qualifie en Ligue des Champions, ça risque de faire mal. Si néanmoins on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, je pense que oui, pourquoi pas piocher sur un Shevchenko, mais si on n'arrive pas à l'avoir, ça ne sert à rien. On ne va pas aller rechercher un entraîneur moyen. Sarri, ça me fait peur honnêtement, parce que bon, Sarri, ça met beaucoup de temps à s'installer. Je pense que Milan, avec le nouveau plan, a besoin d'être meilleur dans l'immédiat. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je préconiserais de garder Pioli. Après, évidemment, si on a une meilleure opportunité, qu'on la prenne, mais j'en vois pas réellement. Adri, Ouais, je rejoins complètement Marco. C'est vrai qu'avant, j'aurais dit plutôt de ne pas garder Pioli. Là, moi, je le garderais pour la même raison qu'a dit Marco. Déjà, d'une, pour la continuité. C'est vrai, quand on a enchaîné les Seedorf, les Inzaghi, les Brocchi, les coachs comme ça, on s'est plaint. Alors, certes, c'était pas des grands coachs non plus, hein, tout est relatif. Mais on se plaignait toujours de dire, ouais, voilà, Milan change toujours de coach, il n'y a pas de continuité. Là, Pioli connaît le groupe. Après avoir aussi avec le mercato, mais il pourra aussi adapter d'autres tactiques.
chose qu'on a beaucoup reproché à Pioli de passer s'adapter au jeu des autres équipes. D'une par rapport à la continuité, après voilà, c'est vrai qu'il est limité, ça on va pas se mentir, c'est un coach qui est assez limité pour les raisons que je viens de dire, dans le sens où il s'adapte pas assez aux tactiques adverses. Mais pour la continuité, voilà, je laisserai Pioli. Après, voilà, on l'a dit tout à l'heure, dans le marché, c'est assez fermé. À part Sarri, vous voulez prendre qui? De toute façon, Deserbi, ça va aller au Shakhtar. Allegri, tu l'as dit, ça va sûrement signer à la Juve. Zidane à la Juve et au Real, Allegri, pardon. Donc, ouais, même, il n'y a personne sur le marché, à part faire machine arrière. Je vois pas à quoi ça servirait. Galtier, t'as déjà vu un entraîneur qui vient de Ligue 1 s'exporter? Galtier, ça partira jamais, d'autant plus si en plus il gagne avec je l'ai vu Galtier, passer ça sortira jamais de cette belle France. Yann, toi, ton avis sur la question? Moi, vous savez, je suis un peu un conservateur, j'aime pas trop le changement. Je resterai aussi sur ce que viennent de dire Adrien et Marco. C'est important pour moi, un projet comme ça, de le construire sur le long terme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et si on regarde, sérieusement, là, on est un peu tous énervés à cause du résultat de ce soir. Mais regardez la fin de saison, enfin la merde, si je peux dire ça comme ça, dans laquelle on était avant, et ce qu'on a vécu tout le long de cette saison avec cette immense série sans défaite. Certes, on a eu des revers, mais ça devait arriver à un moment ou à un autre quand on a un effectif autant jeune que ça. Mais il faut quand même rendre à Pioli ce que Pioli nous a fait pendant une année et demie maintenant qu'il est là. Il nous a quand même modifié un système de jeu qu'il avait repris sous Gianpaolo qui était catastrophique. Il a réussi à faire revenir des joueurs comme des Kessié, comme des Calabria, qui sont devenus d'excellents joueurs. Donc, il faut pour moi continuer avec Pioli dans le cas où Pioli nous ramène en Ligue des Champions. Après, c'est clair, si on finit 5e, l'objectif n'est pas atteint, c'est clair. Il faut repartir sur quelque chose d'autre, selon moi. Mais si on va en Ligue des Champions, pour moi, il faut continuer de construire autour de cette équipe. Je pense qu'il aura un certain budget pour améliorer les choses qui ne fonctionnent pas forcément bien. Et pour moi, je continuerai avec Pioli. Après, si on devait changer... Pardon. Non, vas-y, si on était amené à changer d'entraîneur, il y a... Moi, Sarri, j'aime bien parce que c'est quand même un entraîneur qui a de la poigne, qui a du caractère et que je pense qu'il peut, dans une équipe de jeunes comme ça, vraiment apporter ce rôle d'entraîneur qui va porter cette équipe et leur donner typiquement la hargne qu'aujourd'hui ils n'ont pas eu. Je pense qu'à Sarri, dans les vestiaires, il rigole pas à la mi-temps. Ou sinon, c'est vrai que c'est compliqué sur le marché. Moi, j'ai toujours un rêve depuis longtemps, c'est de voir une fois Bielsa sur le banc de l'AC Milan. C'est un rêve comme ça que je trouverais magnifique. Marcelo Bielsa et Loco une fois sur notre banc à Milan, mais je pense que ça risque d'être compliqué. On fera un sondage Storm sur les réseaux sociaux pour savoir si les gens pensent qu'on va retourner en Ligue des Champions. J'ai vu des Lucien Favre, des noms comme ça. Est-ce que c'est des Lucien Favre, il est sans club là actuellement? C'est ça? Je crois, ouais. Ouais, il est sans club. Tout ça, franchement, alors moi, je vais donner mon avis sur la question. C'est qu'on a fait des paris pendant 7 ans. Depuis Allegri, on a fait 116 des paris et sans jamais donner le temps au temps. Pioli, il a eu le temps de se remettre en question que lors de le premier confinement et cette période de 2 mois où il a vraiment eu le temps de prendre l'équipe en main, de prendre le temps d'élaborer une tactique, d'y réfléchir. Ensuite, ça a été un marathon. Depuis mai dernier, c'est un marathon qu'on a. Alors oui, il y a pas eu d'ajustement en cours. Oui, il y a eu des matchs où on aurait pu gagner, mais il y a aussi des matchs qu'on a tellement dominé et il y a eu des masterclass. Alors c'était peut-être pas des masterclass tactiques parce que nos joueurs étaient flamboyants, mais à un moment donné, et j'aimerais qu'on n'ait pas trop la mémoire courte, c'est qu'à votre avis, quel entraîneur dans le chat aurait pu faire ce qu'a fait Pioli avec le nombre de blessés et le nombre de pépins qu'on a eu? Parce que t'enlèves Zlatan qui a joué 15 matchs cette saison et dans des moments cruciaux, il les a loupés ces matchs, Zlatan. T'enlèves un Lukaku à l'Inter, t'enlèves n'importe qui, t'enlèves le meilleur joueur, t'enlèves un Ronaldo à la Juve. La Juve, ils perdent 10 points s'il n'y a pas Ronaldo. Si Ronaldo, il joue 15 matchs dans la saison, la Juve, ils ont 10 points en moins. L'Inter, je suis pas sûr qu'ils aient 15 points devant tout le monde. L'Atalanta, tu leur enlèves leur meilleur joueur, c'est pareil. L'Atalanta, c'est peut-être encore la seule exception parce que c'est encore plus un collectif que les autres. Mais toutes les équipes qui sont face à nous,
qui ont eu l'Inter, ils ont joué toute leur saison avec leur 11 type quasiment. Il y a très peu. Alors moi, je veux bien qu'on tombe sur Pioli maintenant, mais on vient de sortir un 7-0 et un 3-0 face à la Juve, où on était ravis, même si les gens continuaient à dire Pioli, c'est pas satisfaisant. Mais Pioli va avoir le temps, qu'on passe pas à la Ligue des Champions, qu'on aille en Ligue des Champions, il va avoir le temps cet été de trouver une autre tactique, qu'on lui réclame, que les journaux italiens lui réclament, un 4-4-2 en losange, un 3-5-2, bouger les choses, trouver un plan B, une solution B viable au cas où Zlatan n'est pas titulaire. Parce que nous, c'est tout et on voulait compter sur Zlatan, mais dès qu'il a fait, Zlatan, il a penché les 3 matchs. Donc à un moment donné, c'est bien beau de taper sur Pioli, mais il a dû faire avec les moyens du bord. Et comme l'a dit Stockard dans le chat, il y a un moment donné où on a un banc qui est tellement faible offensivement que Pioli l'a fait avec les moyens du bord. Et même si on avait toute l'équipe au complet, ou alors on a tenu jusqu'à la trêve hivernale, et voilà, pour moi, ça s'explique aussi grandement cette première à la 5e place, actuellement 4e place. C'est les blessures, c'est les pépins, c'est les enchaînements de matchs. Faut pas l'oublier, faut vraiment pas oublier tout ce qu'a construit Pioli. On a roulé sur toute la Serie A pendant un an. On a eu énormément de blessures à des moments importants. Et pour moi, voilà, il y aurait un Zidane, un Allegri qui serait en partance pour venir chez nous, un Carlo Ancelotti, des entraîneurs confirmés. Je dirais pas ces mots-là. Mais franchement, quand tu vois que c'est Sarri, c'est Shevchenko, c'est Gattuso qu'on entend parler, ça me donne pas envie en fait. Ça me donne pas envie de prendre le risque de laisser tomber tout ce qu'a construit Pioli et ce qui nous a fait rêver, parce qu'on a vibré cette saison, pour une saison avec un Sarri qui va mettre 5 mois à venir, etc. Enfin, voilà, pour moi, c'est mon avis là-dessus. Entièrement d'accord, il fait de bonnes choses, mais incapable de s'adapter. On va voir cet été s'il s'adapte. Moi, je veux lui laisser une chance. De toute façon, que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, comme j'ai dit, la Ligue des Champions, si on y va, on fera ce qu'on peut, mais on sera chapeau 4 et ce sera pas Pioli qui changera les choses ou Sarri qui changera les choses à mon avis. Donc qu'on joue les matchs, que Pioli trouve des solutions avant de le larguer. Autant lui expliquer ce qu'il faut améliorer et il le fera cet été et pour moi on aura des choses un peu mieux. Adri, est-ce que tu veux rebondir un peu là-dessus ou Marco? Non, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit. Après, j'ai regardé là rapidement là, les entraîneurs qui avaient encore de disponibles. Là. C'est vrai qu'il y a du Bayern, on l'a dit, il y a du Spalletti. Je l'ai vu dans le chat plusieurs fois. C'est vrai qu'il y a Jardim aussi. Mais pour moi, voilà, on l'a dit tout à l'heure, faut rester sur de la continuité. Alors, je vois sur le chat, hein, je suis assez d'accord avec à peu près tout le monde. Chacun ses avis là-dessus. Mais à part faire machine arrière, pour moi, repartir encore à zéro, remettre encore des tactiques en place, choses comme ça, je trouve que ce serait plus une perte de temps qu'autre chose. Après, peut-être que je me trompe, ouais. mais. Et je compare pas Sarri à Pioli. Pioli, il n'a pas 1/10 de la carrière de Sarri. Mais Sarri, c'est un entraîneur. Moi, après, c'est mon avis personnel, hein, mais je prends pas le risque à l'instant T, avec tout ce qu'a construit Pioli, de tout plaquer pour un Sarri. Moi, je prends pas le risque. Sarri, ça a pas marché à la Juve, ça a marché à demi-mot. Là, ces 3-4 dernières saisons, il l'a entraîné, mais à chaque fois, il s'est fait larguer par les clubs. Donc, moi, ça tombe bien, il n'y a aucune tactique, mais là, c'est de pire en pire, les gars. On peut pas dire que ça avance. Ah non, mais voilà, mais moi, je pense que la trêve, c'est important qu'elle arrive, qu'on prenne tous des vacances parce que c'était une saison qui était dure. On a eu des blessures toute la saison. J'ai l'impression qu'on est les seuls à réaliser on a aligné 3-4 fois l'équipe type cette saison. Aller comme retour, on a fait très bonne figure à l'aller. Retour, c'était plus compliqué, mais on a réellement aligné 3-4 fois l'équipe type cette saison. Donc 2021 nous a pas gâtés. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Moi, j'aimerais juste revenir pour conclure l'émission et peut-être que ça va faire fuir des gens, mais à mon sens, ce qui s'est passé hier lors du Inter-Juventus et ces 2 points que Calvarese offre à la Juventus avec ce penalty de Cuadrado, franchement, et je sais qu'on a vraiment gâché notre saison, nous, et on peut s'en vouloir à nous, mais si ça se joue à 1 point avec la Juve et que la Juve a récupéré 2 points dans un match crucial comme ça, il y a un moment où Calvarese, je veux plus le voir en Serie A, et il y a un moment où il va falloir prendre des dispositions parce que je trouve que c'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé hier et ça peut vraiment avoir des conséquences. Alors on l'a dit,
On les a vus il y a quelques années avec les Montari face à la Juve. Il n'y avait pas encore la goal line technologie. Mais c'est des erreurs comme ça, même si nous, on ne fait pas une saison parfaite, c'est des erreurs qui ont vraiment, vraiment une incidence sur la fin de saison. La petite valise de la Juve, on connaît. Les arbitres en Italie, c'est une calamité. Yann, est-ce que tu veux donner un dernier mot sur ce sujet ou un autre Bon, c'est un thème connu depuis quelques années, hein. C'est vrai que moi, j'ai de la peine à comprendre comment est-ce que tu peux avec la VAR. Je vois beaucoup de gens qui critiquent la VAR. Pour moi, si en plus on enlevait la VAR, ça serait une jungle, notre série A, avec les erreurs d'arbitrage et tout. Je suis clairement pas pour enlever la VAR parce que moi, je trouve que c'est un outil génial. Après, faudra vraiment faire de l'avance pour moi pour l'utiliser correctement parce que au moment où on a la VAR, tout le monde peut se mettre derrière la télé, prendre à la limite un peu plus de temps. Ok, ça fait des coupures dans le jeu, c'est peut-être ce qui est un petit peu gênant, mais au moins il n'y a plus d'erreur. Mais j'arrive pas à comprendre qu'une faute comme Quadrado, je sais pas, tu zoomes un peu, tu regardes plusieurs fois, tu vois que voilà, ma foi, il n'y a pas faute, et puis tu mets pas le penalty. Enfin, il y a des Il choses. l'utilise même pas, la VAR, ouais. Il y a C'est des ça choses. Ah, il l'utilise même pas sur ce coup-là. Non, non, il l'appelle même pas. Il prend sa Donc je décision et il sais l'appelle même pas, pas la il y a VAR. des moments, je sais pas s'il devrait y avoir un règlement en plus où on peut, en tant qu'équipe qui reçoit tout à coup demander que l'arbitre intervienne à la VAR, mais en tout cas pour moi c'est un truc clairement encore à améliorer cette VAR. On aura une finale dimanche prochain en soirée. On sera bien sûr là pour faire voilà, le débrief. Normalement, il y a un apéritivo qui sera jeudi soir ou mercredi soir. On reviendra vers vous pour vous confirmer tout ça, Ce puisqu'on sera avait un 15 autre heures. programme. Voilà. Mais à 15h, ce 15 sera heures, les la matchs. dernière journée à 15 heures, ouais. Ok. Ok. À 15h, un multiplex à 15h, et ben on sera juste après. Du coup, pour célébrer ou faire comme ce soir une thérapie. Voilà, La les thérapie sera supporters. violente en cas de... Ça va La être thérapie terrible, sera mais bon, violente. on verra. Et puis là, on pourra parler de Pioli out, on pourra parler de tout ça. Mais bon, on a encore une grosse semaine à tenir. On a 7 jours avant de. On espère un dénouement là. Ça se fera à l'arrache comme on a souvent l'habitude avec l'AC Milan. C'est jamais trop facile. De toute façon, avec l'AC Milan, faut se méfier quand ça l'est. Mais on n'a jamais fait les choses et c'est peut-être l'ADN du club. C'est toujours galérer. Et bon, peut-être que cette année, on aurait une issue qui sera différente de 2017. C'est tout ce qu'on espère. En tout cas, merci à tous les spectateurs de nous avoir rejoints dans ce live. J'espère que voilà, vous avez pu tout libérer et que vous dormirez un peu mieux ce soir. Et puis voilà, merci à tous les trois aussi. Et puis Forza Milan. Ciao. Ciao tout le Merci à monde. Salut. tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.